Donc voilà, alors je voulais vous parler de ce que ces 15 ans de voyage m'ont appris. Et la première chose dont j'ai envie de vous parler, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, je me suis rendu compte, enfin assez vite, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais pourtant c'est une réalité, c'est que voilà, nous sommes tous, où que nous soyons dans le monde, nous sommes tous uniques et nous sommes tous liés, nous recherchons tous la même chose, à savoir être heureux dans la vie. Et lorsque voilà, vous voyagez peut-être pour la première fois ou que vous faites un tour du monde, c'est souvent ce qui ressort assez vite, c'est que voilà, au fur et à mesure de vos rencontres, ici et là, vous vous rendez compte que voilà, on cherche, malgré nos différences, malgré les différences de culture, malgré toutes les différences qu'on peut imaginer, fondamentalement, ce qui nous rapproche, c'est que nous recherchons tous ouais, le bonheur et sur, à passer notre vie de la meilleure façon possible. Et ça, que ce soit en Asie, en Amérique latine, voilà, on a tous ce même but. Ce qui n'est pas forcément peut-être évident à savoir lorsqu'on n'a pas, voilà, lorsqu'on n'a jamais vraiment voyagé et quitté la France. Enfin, en tout cas, c'est, je pense, un aspect important. La deuxième chose, c'est que le fameux débat touriste-voyageur, vous savez, c'est souvent un débat entre oui, lui c'est un touriste, alors moi je suis un voyageur, etc. Je voyage mieux que les autres, etc. Voilà, ça c'est un faux débat. C'est même une bêtise parce que je pense que tout voyageur est un touriste. Par contre, c'est vrai que tous les touristes ne sont pas forcément des voyageurs. C'est-à-dire qu'ils ont euh, un certain regard de voyageur. Et donc là, je pense que voilà, c'est un faux débat. Et c'est un faux débat et je pense que c'est un faux débat qui revient souvent, mais qui n'a pas lieu d'être. Et je pense aussi, c'est la même chose, le débat. Vous avez souvent des voyageurs qui pensent que leur façon de voyager est meilleure que les autres, parce qu'ils voyagent moins cher, parce qu'ils voyagent vraiment pas cher plutôt, avec le moins d'argent possible. Ça aussi, c'est une bêtise, je pense. C'est pas parce qu'on voyage avec le moins d'argent possible qu'on voyage mieux que les autres. C'est pas parce que vous voyagez même en mode backpackers tout le temps qu'on voyage, que le voyage est plus intéressant que celui qui a plus de moyens. Bref, voilà. Tout ça, c'est un peu une vaste fumisterie, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que tous ces voyages m'ont appris. Et la troisième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est que voilà, il ne faut pas se fier, je pense, au fait que tout le monde est heureux. Enfin, vous savez, quand vous voyagez dans les pays, souvent dans les pays du Sud, la première chose que beaucoup de gens disent lorsqu'ils reviennent chez eux, c'est ah, ils n'ont pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils sont souriants, etc. Alors, la première chose, c'est que s'ils sont souriants, ça ne veut pas forcément dire déjà qu'ils sont heureux. En Asie, par exemple, voilà, c'est culturel, le sourire est là, surtout face à l'étranger, et, euh, et donc c'est mal vu, ça se fait pas de ne pas sourire, de ne pas être heureux, de montrer ses faiblesses et ses problèmes à l'étranger. Donc vous voyez, c'est une apparence. Il ne faut pas se fier à cette apparence-là. C'est beaucoup plus complexe et compliqué que ça. C'est pas parce que, d'autre part, la notion de bonheur est sans doute différente suivant les peuples et les cultures. Donc vous voyez, je pense que c'est un peu un raccourci de dire ah, ils sont souriants, ils sont heureux, ils ont rien, mais ils sont souriants, voilà. Il n'empêche que les difficultés, quand vous creusez un peu, quand vous discutez avec des familles rencontrées à l'autre bout du monde sur les difficultés du quotidien, et que parfois c'est pas facile, mais ils commencent un peu à se confier, vous vous rendez compte de la difficulté des choses, de la violence conjugale, des problèmes de sécurité sociale, de maladies, de dépenses de santé, enfin, tout un tas de choses en fait qui montrent que ok, ces populations sont peut-être souriantes et ils sont positifs, mais il n'en demeure pas moins que de là à dire qu'ils sont heureux, qu'ils n'aimeraient pas une vie meilleure, une vie comme la nôtre, voilà, je pense que c'est un raccourci facile. Ensuite, une autre chose qu'on se rend compte, c'est l'uniformisation grandissante du monde.
Ça, c'est quelque chose d'assez dingue. Voilà, n'hésitez pas à toucher votre écran pour me donner quelques petits cœurs si vous aimez la vidéo au passage. Voilà, et sinon, pour ceux qui me rejoignent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabrice Dubessé, je suis blogueur voyage pro depuis quelques années. Je suis notamment l'auteur du blog Instinct Voyageur. Et chaque jour, je fais un périscope, un live, une vidéo live sur les voyages, la vie nomade, etc. Et donc le sujet du jour, c'est qu'est-ce que 15 ans de voyage m'ont appris. Et donc là, j'en étais à la au cinquième point, c'est-à-dire l'uniformisation grandissante du monde. Et ça, c'est quelque chose d'inévitable, c'est une tendance de fond. Voilà, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Afrique, dans les bars, vous entendrez la même musique, les mêmes tubes internationaux. Vous verrez aussi parfois de plus en plus les mêmes chaînes de restauration. Par exemple, à Cusco, vous trouvez un Starbucks sur la place principale. Vous en trouverez dans d'autres pays d'Asie, etc. Bref, voilà. Si vous voulez ne pas... Vous avez toujours quelque chose qui vous, surtout dans les grandes villes, qui vous rattache à votre quotidien, à ce que vous connaissez. Voilà, c'est notamment le cas des grandes chaînes comme McDo, etc. Mais plein d'autres choses. Ça passe aussi par la culture qui s'uniformise dans ce monde-là. Et les villes, les centres urbains se ressemblent de plus en plus finalement, en fait. Et ce qui reste encore assez différent, heureusement, finalement, c'est la nature, les campagnes, les paysages, qui là restent uniques. Voilà, un paysage de Patagonie, c'est unique, ça ne ressemble pas à un paysage d'Asie. Et ça, c'est voilà, encore une chose, heureusement, qui ne changera pas, je pense. Mais voilà, tout ce qui est paysage urbain, ça devient de plus en plus uniformisé. Et voilà, c'est un peu triste quelque part, puisque il y a 50 ans, ça devait être très différent. Et dans 50 ans, dans les prochaines 50 années, malheureusement, j'ai bien peur que, voilà, que ça soit encore bien pire. Enfin, ça le sera sans doute. Voilà, un autre point, le sixième point, c'est que de mon expérience, moins un voyage est organisé, plus il est intense. C'est-à-dire que souvent, les meilleurs souvenirs de voyage que j'ai, c'était les voyages qui étaient peu préparés. Voilà, je prenais mon billet d'avion, je savais juste par où vaguement j'allais passer, et voilà, tout le reste c'était freelance, quoi. Et ça, c'était les plus beaux souvenirs de voyage, sans doute. Et les plus beaux souvenirs aussi de voyage, c'était ceux que j'ai fait lorsque j'étais pas connecté du tout, ou très peu. Et il y a 10 ans, par exemple, un peu plus de 10 ans, il y a 15 ans, il n'y avait pas Facebook et tous les médias sociaux, etc., etc. Et finalement, je me rappelle, il n'y avait pas non plus le Wi-Fi, ou quasiment peu. Et finalement, la seule, voilà, pour être connecté, il fallait aller dans un cybercafé, donc déjà, il fallait faire la démarche. Et puis, l'essentiel du temps, c'était juste regarder les news et répondre à quelques mails. Mais voilà, il n'y avait pas tout ce qu'on peut le voir aujourd'hui, cette hyper connexion que l'on voit dans les hôtels, notamment. Tout le monde est là devant son écran et son smartphone. Alors je sais, je fais pareil, j'ai tendance à faire pareil malheureusement. Mais bon, j'ai au moins une excuse, c'est que c'est devenu mon métier. Mais malheureusement, voilà, le premier voyage, dès que quelqu'un part, il part en étant hyper connecté. Et c'est dommage, et comme je le dis souvent, et je l'ai dit sur mon blog et je le redis, c'est que voilà, si vous faites votre premier long voyage que vous faites, partez en essayant d'être le moins connecté possible, au moins la première fois. Je pense que c'est important, et c'est quelque chose qui devient rare, et je pense que voilà, il faut essayer de le faire dans la mesure du possible, surtout pour les premiers voyages. Moi, un de mes meilleurs voyages récents, c'était Cuba. Et Cuba, en fait, j'ai voyagé en étant très peu connecté par la force des choses, parce que là, j'avais pas trop le choix, Ouais, j'avais pas trop le choix parce que le débit internet à Cuba est affreusement lent. Peut-être ça s'est arrangé depuis, mais à l'époque, c'était affreusement lent, il y a 4 ans. Et c'était aussi affreusement cher, c'était du genre 15 euros la demi-heure ou l'heure, je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin, un truc, voilà, si vous teniez compte en plus de la vitesse, vous aviez juste le temps de répondre à quelques mails, voilà. Mais voilà, ça, c'était une bonne chose, parce qu'au final, ça a été un de mes meilleurs voyages. C'était vraiment... j'ai rencontré plein de monde géniaux, pardon. Que ce soit des voyageurs ou des locaux. Et j'ai été très peu connecté. C'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs.
Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque année, j'essaye de faire au moins un voyage où je sais que je vais être très peu connecté. L'année passée, j'étais parti plus de 2 semaines en Islande, randonnée. Et bon, bah, là, voilà, en randonnée, je me suis très très peu connecté. Cette année, je ne l'ai pas trop fait, un peu en Zambie, mais bon, pas vraiment. Et l'année prochaine, j'espère le faire, par exemple, en partant en Iran, où je sais que là, il faut un peu laisser tomber, quoi. Surtout quand on gère un business et un blog. Voilà, c'est une bonne façon. Je pense qu'il faut essayer voilà, de voyager en programmant le moins les choses possibles et en étant le moins connecté, si c'est possible. Ensuite, une autre chose que m'a appris ces 15 ans de voyage, et je vais conclure sur ça, je pourrais encore parler pas mal d'autres choses. D'ailleurs, j'avais écrit un article assez complet sur ça, sur ce sujet sur le blog. C'est qu'on ne regrette jamais un voyage. Enfin, moi, je connais personne, j'ai rencontré personne qui avait regretté un voyage. Bon, vous savez, on hésite souvent à partir, voilà, à se lancer, surtout pour un long voyage. Et on se dit, est-ce que je vais le regretter, si m'arrivait ça, et si, vous savez. Mais en fait, voilà, il y a quasiment 100% de chances que vous ne le regrettiez pas. À moins vraiment que vous ayez un accident de fou, évidemment, voilà, contracter une maladie de truc de fou, quoi. Là, je suis d'accord, vous pouvez peut-être le regretter. Mais bon, il faut dire la vérité, c'est hyper rare. Heureusement. Et non, il y a très peu de chances que vous le regrettiez. Ça va que vous apporter des bonnes choses, des expériences, du vécu, enfin, de la confiance, enfin, plein de choses dont j'ai déjà parlé dans d'autres périscopes, dans d'autres vidéos. Donc voilà, il faut foncer, quoi. Allez-y, c'est impossible de le regretter de toute manière. Donc voilà pour ce sujet. Voilà, pour ceux qui me rejoignent, là, je m'appelle Fabrice Dubossé, blogueur voyage sur Instinct Voyageur. N'hésitez pas si vous avez des questions encore. On a encore quelques minutes, quelques secondes avant la fin de ce périscope. Donc voilà, les anciens épisodes de ce périscope, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a le lien dans le profil, périscope. Sinon, vous tapez sur Google, enfin sur YouTube, Fabrice Dubossé. Voilà, je les mets un peu avec un certain décalage. Là, vous avez les 4 premiers pour l'instant. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire justement sur ces 15 ans de voyage. C'est que voilà, moi, ça m'a appris aussi à aimer l'indépendance et la liberté, encore plus qu'avant. Et ça, je pense que plus on voyage en indépendant, plus c'est le cas. Qu'est-ce que ça m'a appris aussi? Ça m'a appris aussi à vivre avec peu de choses, à être minimaliste. Enfin, je l'étais déjà pas mal à la base, mais le voyage, voilà, lorsque vous voyagez avec un sac à dos pendant de longs mois, ben voilà, vous vous encombrez de pas grand-chose. Donc vous prenez le minimum. Et lorsque vous faites ça pendant des mois, forcément, lorsque vous revenez, vous avez un peu tendance à prolonger un peu l'expérience et à vous dire que pour un prochain voyage, voilà, à quoi ça sert de s'encombrer. Si vous souhaitez vivre à l'étranger, à quoi ça sert de s'encombrer, d'acheter des meubles, etc. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas de voiture et je m'en passe très bien. J'ai très peu, voilà, d'affaires personnelles. Et c'est ce que le voyage m'a appris, un certain minimalisme, et du moins à vivre, voilà, s'entourer que de l'essentiel. Voilà, moi l'essentiel pour moi tient dans un sac à dos. Vous savez, là il y a eu Noël et on me demandait quel cadeau je voulais. Et franchement, mais j'avais du mal à répondre, quoi, parce qu'en fait j'avais besoin de rien. Je me disais, parce que bon, forcément j'ai tendance à penser déjà à cadeaux utiles. Vous voyez, à des choses utiles. Et même les choses utiles, alors ouais, il y en a toujours pour mon business, mais bon, ça coûte en général assez cher, mais des cadeaux comme ça, bah, je voyais pas, quoi. Niveau fringues, voilà, j'ai tout, enfin, je voyais pas ce dont j'avais besoin, quoi. Pour moi, j'avais tout. Et je pense que. Et aussi, j'essaye aussi d'acheter peu de choses, mais des choses de qualité maintenant. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a longtemps avant. Mais j'ai appris que voilà, il ne fallait pas hésiter à investir parfois dans de la qualité, que ce soit dans des vêtements ou dans du matos. Et qu'en général, bon, on peut le regretter, mais quand même d'une manière générale, c'est rare qu'on le regrette. Et que voilà, il vaut mieux avoir moins de choses, certes, mais des choses de qualité. Pourquoi? Parce qu'en général, les choses de qualité durent. Donc c'est moins de logistique, c'est plus simple.
Et si ça coûte, et au final, ça peut même revenir moins cher, puisque vous savez, si vous devez remplacer quelque chose de mauvaise qualité tous les 2-3 ans, et que quelque chose qui a coûté le double vous dure 5 ans, voilà, le calcul est vite fait en fait. Donc voilà pour ce dernier, j'ai parlé plus que prévu là, du coup comme c'était Noël, j'ai un peu rebondi là sur les objets, les cadeaux, le minimalisme, et c'est ce que ça m'a aussi appris, ces 15 ans de voyage, à vivre avec pas grand chose. Et voilà, et en plus, lorsqu'on est, disons, on est plutôt créatif comme moi et entrepreneur, voilà, je trouve que avoir pas trop d'objets, avoir le moins d'objets possible, je trouve que ça libère un peu l'esprit. Vous voyez, ça fait de la place, aussi dans votre esprit. Je sais pas, c'est plus simple, votre esprit est plus léger. Enfin voilà, ça fait partie d'un tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyagez avec peu de choses, mais voilà, ça veut dire aussi que vous embarrassez moins l'esprit avec des trucs matériels. Et tout ça favorise la créativité, enfin je trouve. Voilà, enfin, non, j'en suis sûr même, hein, parce que ça fait quand même 5 ans que je fonctionne comme ça. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre périscope. Un autre périscope un peu plus tôt. Je sais que ça fait 3-4 vidéos que je dis ça et j'ai un peu de mal à 14 heures. C'est un peu la période de digestion là. Des fois j'ai envie de faire la sieste. Merci pour le petit bravo. J'ai un peu envie de faire la sieste, donc c'est un peu dur de m'y mettre. Puis il faut trouver un endroit à chaque fois, voilà, avec le wifi. Comme je disais dans d'autres périscopes, j'aimerais vraiment vous montrer plus la vie quotidienne, là, les rues en Colombie. Mais Periscope, la bande passante prend beaucoup de data là, avec ma clé 4G et ça coûte assez cher. Et du coup, je vais en faire promis. J'ai fait le premier Periscope comme ça, le premier épisode dont le titre était pourquoi j'aime venir en Colombie. Et voilà, en 15 minutes, ça m'a passé presque 3 gigas. Ça m'avait un peu calmé. Alors je sais que ça n'avait pas très... voilà, c'est dommage que je suis sûr que vous aimeriez que je vous montre d'autres choses beaucoup plus hecho en Colombia, pero mais voilà, c'est un peu difficile quoi. Est-ce que vous faites des vlogs? Alors, j'ai une chaîne YouTube, mais j'ai plutôt un blog qui s'appelle Instinct Voyageur. Je fais des vidéos, mais à la base, je suis plutôt blogueur. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir sur Instinct Voyageur, c'est un gros blog de voyage. Voilà, qui est suivi par pas mal de monde depuis 5 ans, parce qu'il existe depuis 5 ans. Voilà, et ben écoutez, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de ce challenge 30 jours Instinct Voyageur. N'hésitez pas à toucher l'écran pour m'envoyer des petits cœurs pour améliorer la visite du blog. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr au Periscope. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube les anciens épisodes. N'hésitez pas non plus à aller sur Instinct Voyageur bien sûr. D'ailleurs le dernier article, c'est le dernier épisode du podcast. Parce que je suis aussi podcasteur et je fais un podcast tous les 2 semaines, chaque vendredi toutes les 2 semaines. Et le dernier justement, qui est assez intéressant, puisque je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aiment vivre à l'étranger, qui ont voulu faire ça à un moment, ou du moins qui ont eu l'idée à un moment, le dernier épisode porte sur voilà, comment ouvrir un restaurant à l'étranger, un restaurant français en l'occurrence. Voilà comment ça se passe. Et pour ça j'ai interviewé Benoît. Il y a toujours des lourdeaux, c'est marrant. Là, je vois, comme il voit que je suis en Colombie, Forever, Escobar, des conneries comme ça. Voilà, il y a toujours ça. D'ailleurs, tiens, ça. Et combien de temps que tu es arrivé en Colombie? Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, mais j'y viens. Je connais très bien parce que j'y viens régulièrement depuis 4 ans. En fait, j'y vis en partie. J'ai un bar, j'ai un café ici. Et je passe une bonne partie de mon temps, enfin une bonne partie, au moins la moitié de l'année ici. Le reste du temps, je voyage en Europe et dans le monde, puisque c'est mon boulot. Et comme je suis digital nomade, voilà, ça me permet, travailler sur Internet me permet de travailler, de vivre où je veux. Et depuis 4 ans, la Colombie, c'est ma base. Voilà pour répondre à ta question. Alors là, je suis sur plusieurs trucs en même temps là. Donc là, pour revenir sur Escobar, oui. Alors en Colombie, vous savez tous, Escobar, c'était, ouais, je suis français, ouais. Escobar, c'était un des plus grands criminels, et en l'occurrence, c'était un des plus riches aussi hommes de son temps. Et donc, il est mort, il a été tué en 94. Mais voilà, en Colombie, il y a toujours une partie des gens qui vouent une certaine
une certaine admiration pour Escobar. Par exemple, sur des taxis, des fois, vous voyez son portrait, ou des jeunes aussi, etc. Enfin, des jeunes un peu cons, il faut dire, hein, enfin, qui manquent assez d'éducation et de recul, en fait, puisque Escobar, je ne sais pas si vous savez, mais bon, il avait une espèce de politique envers les populations pauvres, en fait, c'est-à-dire que il distribuait de l'argent à l'époque, du moins à Medellín, envers pas mal dans les quartiers pauvres, il faisait construire des écoles, etc. Et tout ça, en fait, c'était évidemment pour s'attirer leur soutien et leur sympathie face aux autres factions rivales. Et du coup, vous savez que souvent on regarde pas midi à 14h, on regarde pas plus loin que le bout de son nez. Et ces populations qui étaient pauvres, eux, ce qu'ils voyaient, c'était juste l'argent qui arrivait. Ils se posaient pas la question de comment il venait, etc., etc. Et donc c'est pour ça que voilà, il y avait un certain attachement de la part des classes pauvres, des gens pauvres. Et ça continue un peu encore aujourd'hui en Colombie. Voilà, il y a certains qui manquent enfin, vous savez, la Colombie, c'est un pays où il y a beaucoup, hein, il y a un manque criant d'éducation et de culture, et il y a pas mal de gens, voilà, ils aiment Pablo Escobar. Pour eux, c'est une espèce de, je sais pas, de fantasme. Enfin, c'est complètement stupide. C'est pour ça que bon, voilà, quand je fais un podcast ici, un périscope en Colombie, j'ai souvent des Colombiens qui me disent ah, Pablo Escobar, etc. Bon, voilà, c'était, je voulais attirer, je voulais parler de ce point-là parce que ça fait depuis quelques périscopes que je vois souvent des Pablo Escobar circuler là sur l'écran de mon périscope. Alors pour répondre à la question là sur les Colombiennes, oui, elles sont très jolies, surtout autour de Medellín. Voilà, elles sont très jolies. Après, il faut aimer aussi le genre, hein, les latines, le genre latine. Mais oui, pour ça, elles sont très jolies. Enfin, la plupart, du moins. Voilà, bon, cette fois-ci, je vais terminer. Là, j'ai parlé plus que d'habitude. N'hésitez pas encore si vous avez une dernière question. Et puis, sinon, on va se retrouver. Je vais vous quitter. On va se retrouver demain pour un nouveau périscope. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée où que vous soyez sur cette bonne vieille planète. Surtout, oui, Medellín, voilà. Bah non, un peu partout, hein, je te rassure, t'inquiète pas. Si tu viens, tu n'auras pas trop de soucis pour trouver de jolies Colombiennes. Voilà, à bientôt, ciao, bye bye. Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.